Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Dirka Urkia. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'examen final de la matière s'intitulant Développement d'applications web. Donc, qui était dédié pour, ou bien, cet examen, c'était pour la promo licence 2, semestre 4. Licence LMD 2, c'est-à-dire deuxième année, pour le semestre 4. Donc, je vais vous présenter premièrement l'examen. Donc, l'examen est le suivant. Donc, on a des questions de cours sur 8 points et on a 3 exercices. Ok? Donc, pour les exercices de cours, je vous ai donné jusqu'à la 5e question des parties de code. La question 1, c'est un script PHP. Et de la question 2 jusqu'à la question 7, c'est des scripts JavaScript. Donc, je vous donne les scripts et je vous demande c'est-à-dire de donner le résultat. Donc, la question est, c'est-à-dire quelle est la sortie des différents codes, le résultat après exécution des codes. Donc, l'étudiant doit lire le code et exécuter et donner directement le résultat. Exécuter sur le brouillon et donner le résultat. Et même s'il veut, c'est-à-dire apporter des explications sur sa feuille d'examen, c'est toujours bien. Bien. Donc, la question 6 est ainsi. Quel est le rôle d'un serveur DNS? Et je vous demande de citer les acronymes, c'est-à-dire que veut dire le D, que veut dire le N et que veut dire le S. C'est ça les acronymes, c'est-à-dire les abréviations. Donc, je vous demande de me dire le rôle de ce DNS et dans le fonctionnement du www. La question 7, de définir le W3C, toujours en donnant les acronymes, c'est-à-dire que veut dire W, que veut dire 3C. Et puis, expliquer l'utilité du W3C, ou bien W3C. La question 8, que signifie l'acronyme XML et quel est son rôle principal dans l'informatique, ou bien le développement web. La question 9, citer 3 différences majeures entre le XML et le HTML. Ça, c'est pour les questions de cours. Et pour les exercices, on a 3 exercices. Le premier exercice, je vous donne un code, c'est-à-dire 3 fichiers, fichier index.html, un code HTML avec des erreurs. Un code, c'est-à-dire c'est une page web qui est formée de 3 fichiers, si je puis dire. Le fichier HTML pour structurer le contenu de la page, le fichier style.css pour donner le style à la page, et le fichier script.js pour, c'est-à-dire exécuter une interactivité. Donc, je vous demande de vérifier ou bien de corriger les erreurs de ces 3 codes. Donc, premièrement, l'étudiant doit identifier l'erreur et puis donner la correction. Deuxième exercice, je vous demande d'écrire un code PHP ou bien un script PHP qui permet de trouver et d'afficher la somme des valeurs des éléments d'un tableau de 10 éléments. Donc, on a un tableau de 10 éléments et puis je n'ai rien donné ou bien spécifié sur le plan des types de données, etc. Donc, c'est à l'étudiant de décider. L'essentiel, il doit respecter, c'est-à-dire le fait on doit déclarer un tableau et parcourir ce tableau pour retourner la somme des différents éléments du tableau, ou bien des 10 éléments du tableau. L'exercice 3, écrire un script PHP qui permet de faire l'inscription nom, prénom et date de naissance et d'envoyer les données saisies vers une base de données et ajouter le code SQL qui affiche tous les inscrits dans cette base de données. Donc, l'étudiant doit lire l'exercice et analyser. Premièrement, il doit avoir une base de données, il doit créer une base de données et puis il doit créer en HTML le formulaire pour saisir le nom, prénom et la date de naissance et puis bien sûr un script pour pouvoir un script PHP pour pouvoir retourner ces données vers la base de données, c'est-à-dire les enregistrer dans la base de données qui doit exister. Donc, on doit la créer. Bien. Donc, il y a une note importante dans l'examen. La syntaxe doit être correcte car elle est prise en considération dans la correction ou bien dans la notation. Donc, il faut que l'étudiant, lorsqu'il écrit les différents langages ici, il doit respecter la syntaxe. C'est très important. Bien. Donc, on va revenir à notre exposé. Donc, pour les 3 premières questions, qu'est-ce que j'ai fait? Pour les premiers, plutôt, pour la question 1 qui est script PHP,
Il y a la question 2 jusqu'à la question 5, c'est des scripts JavaScript. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai l'interpréteur pour la première question, ici. J'ai l'interpréteur PHP. Donc, j'ai écrit le code ici, ce code-là. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'éditeur bloc-notes. Donc, la question 1. Donc, vous voyez que c'est un script PHP. Donc, je l'ai écrit dans mon éditeur de texte. Et je vais l'exécuter avec, c'est-à-dire l'interpréteur PHP pour éviter le serveur web server, etc. Donc, parce que j'ai que le PHP. Donc, je vais lancer mon script, ou bien mon interpréteur PHP, espace, q1.php. Je vais exécuter. Donc, la réponse est oui. Donc, la première, ou bien la réponse à ma première question ici, c'est oui. La réponse est oui. OK? Bien. Donc, très bien. On a répondu à la première question. Les questions, quel est le résultat des différents codes JavaScript? Donc, on sait que le JavaScript, c'est un langage front-end. Donc, j'ai créé ici un fichier HTML, ok, que j'ai appelé question. Okay. Donc, vous voyez, j'ai la question, de la question 2 jusqu'à la question 3. Vous voyez, de la question 2 jusqu'à la question 3, j'ai saisi les différents scripts JavaScript. Vous voyez, c'est des scripts. Function let sum égale à 0, for let. Donc, j'ai pris ces différents codes ici, Q1, Q2, Q3, Q4, ainsi de suite. Pour pouvoir, c'est-à-dire les exécuter, j'ai créé ici une fonction qui va, c'est-à-dire contenir ce code JavaScript pour voir le résultat, c'est tout. Mais pour l'étudiant dans l'examen, c'est en déroulant à la main sur son brouillon, il va trouver le résultat directement. Ici, pour voir sur le plan pratique, c'est tout. C'est-à-dire un genre de TP. Parce que le but de la correction, c'est que l'étudiant comprenne, c'est-à-dire voir premièrement la réponse et comprenne ses erreurs, s'il a fait des erreurs. Ok? Très bien. Et aussi, la correction type, c'est pour apprendre à l'étudiant comment répondre aux différentes questions dans un examen. Donc, automatiquement, j'ai créé un fichier HTML. Ok? Donc, bon, j'ai ajouté du style. C'est rien que pour la vidéo. Mais normalement, pour l'examen, vous vous contentez du résultat. C'est-à-dire, vous donnez directement, vous écrivez directement. Même, j'ai créé c'est-à-dire une structure de la page web, mais dans votre cas, vous donnez directement le résultat. Donc, j'ai écrit les différents scripts Q2, la question Q2, vous voyez ici, la question Q2, la question Q3, Q4, pour voir l'exécution en pratique, et Q5. Donc, je vais exécuter ce fichier HTML qui contient un script PHP. Donc, vous voyez ici, c'est un fichier que j'ai appelé question. Vous voyez question. Donc, c'est un fichier HTML qui contient les scripts JavaScript de l'examen. Donc, je vais exécuter. Donc, vous voyez, résolution des questions de l'examen JavaScript. Donc, la première et deuxième question, quel est le résultat de ce code? Donc, vous voyez que je vais cliquer parce que j'ai créé un genre de TP pratique pour voir c'est-à-dire l'exécution. Normalement, ici, dans mon cas, puisque j'utilise mon navigateur et mon code HTML pour exécuter les différents scripts, parce que je présente la réponse, c'est-à-dire ici dans ma vidéo. Mais dans votre cas, c'est sur le brouillon que vous devez exécuter. Donc le résultat immédiat affiche 0. On a ici un 0 parce qu'on utilise le set time out. Ok, le set time out, c'est une, c'est-à-dire fonction qui n'exécute pas immédiatement le callback. Il le place dans la file d'attente d'événements pour qu'il soit traité après le code synchrone courant. Donc, ce qu'on doit retenir ici, le JavaScript est monothread avec une boucle événementielle, c'est-à-dire ça vient du mot événement. Le code synchrone s'exécute toujours avant les tâches synchrones, comme setTime, promised, fetch, même avec un délai de 0 microsecondes. Ou bien, d'accord? Donc, c'est ce que, c'est-à-dire, pour cette question, l'étudiant devait savoir la fonction et le rôle de cette fonction pour que son exécution soit correcte. Ok? Donc, la réponse à cette question ici, c'est normalement, c'est pour ça qu'on a le 0 pour la question 2. Donc, le résultat, c'est 0. Pour la question 3, on a ici
une boucle, un tableau et une boucle. Donc on va exécuter. Donc l'affichage, bien le résultat, il va afficher 10, puis il va afficher 30. Donc l'élément à l'index 1 est ignoré. La boucle continue pour l'index 2 qui est 30. Ok, bien. Maintenant, on va aller vers la question 3, la question 4 que retourne cette fonction ici, somme. Donc Q4. Donc on a la somme est égale à 10. C'est un déroulement de la pile d'appel. Donc on a 4 plus 3 plus 2 plus 1 est égal à 10. Maintenant la question 5, je vais exécuter. Donc l'analyse du problème, parce que je vous ai dit quel est le problème de ce code. On a un maximum call stake size exceeded. Donc il n'y a aucune condition d'arrêt qui est un cas de base dans cette fonction récursive. Donc elle s'appelle elle-même indéfiniment jusqu'à saturer la pile d'appel stake overflow. Donc c'est-à-dire l'étudiant, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y avait c'est-à-dire même s'il ne spécifie pas quelle est la condition à ajouter, le fait de dire qu'il y a un overflow et que bien stake overflow et que il manque une condition d'arrêt, je considère ça comme correct. Bien. Donc on a terminé c'est-à-dire la réponse à la première question, le PHP, et puis du script PHP, et de Q2 jusqu'à Q5, on a, c'est-à-dire répondu à l'exécution des scripts JavaScript. Je rappelle pour la question 7 qui est un problème de manque d'une condition d'arrêt. Donc le code dans l'image, c'est-à-dire dans le code ici, présente un problème classique de programmation, c'est une récursion infinie. Comme il n'y a pas de condition d'arrêt, la fonction s'appelle indéfiniment. Donc pour l'exécution ici, parce qu'on a la fonction ici récursive, et on va l'appeler avec n égale à 5. Donc avec n égale à 5, puis n égale à 4, puis n égale à 3, 2, 1, puis il va se dérouler infiniment, 0, moins 1, jusqu'à moins 1000, et ainsi de suite, indéfiniment, jusqu'à faire planter le programme avec une erreur de type maximum call stake size exceeded, dépassement de la pile d'exécution. Eh bien, c'est-à-dire c'est une erreur que le navigateur envoie, parce qu'on sait que la machine, c'est-à-dire son stockage est limité. On n'a pas la notion de moins l'infini pour qu'il reste, pour qu'il se déroule indéfiniment. C'est sûr qu'il va s'arrêter lorsque la pile est overflow. Ok, bien. Donc comment corriger ce code? Tout simplement, on va ajouter ici un test, la condition d'arrêt. Donc if n est inférieur ou égal à 0, then return terminé. Donc c'est un cas de base. Si n est inférieur ou égal à 0, on s'arrête. Et on va ici le cas récursif, on continue en réduisant n avec la décrémentation moins 1, ainsi de suite. D'accord? Donc on devait ajouter cette condition. Donc dans l'examen, même si les étudiants ne donnent pas la correction, j'ai accepté la réponse. Le fait, il suffisait de dire qu'il manquait une condition d'arrêt. D'accord? Et que la boucle, ou que la fonction est récursive indéfiniment. Bien. Maintenant, la question 6. Quel est le rôle d'un serveur DNS? On doit donner les acronymes et puis donner son rôle dans le fonctionnement du www. Donc, le DNS, les acronymes, c'est Domain Name System, bien système de nom de domaine. Son rôle, c'est quoi? Un serveur DNS assure la traduction ou bien la résolution d'un nom de domaine compréhensible par l'humain, par exemple www.exemple.com, en une adresse IP. Donc, il va transformer, c'est-à-dire le nom du domaine qui est compréhensible, comme par exemple le site de CEIDA, le site de l'université de CEIDA, de notre université de CEIDA, l'université Dr Moulatar de CEIDA, c'est uniceda.dz, c'est un nom de domaine qui est compris par l'humain, mais pour qu'on puisse accéder au site, on doit avoir son adresse IP. Okay? Donc le DNS s'en charge à traduire le nom du domaine qui est compris par l'humain vers une adresse IP qui est numérique, par exemple 93, 184, 216, 34. Que les ordinateurs utilisent réellement pour communiquer sur Internet et trouver la page web sur le serveur. Donc l'étape simplifiée lors du requête www, parce qu'on vous a donné, c'est-à-dire donné son rôle pour le fonctionnement du www. Donc l'utilisateur saisit une URL dans le navigateur, par exemple,
HTTP unicd.dz par exemple. Le navigateur interroge un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. Le DNS retourne l'adresse IP du serveur web. Le navigateur établit alors une connexion TCP/IP vers cette IP et émet la requête HTTP, ou bien HTTP ou bien HTTPS si elle est sécurisée. Vous voyez? Donc je vous ai donné les différentes étapes que le DNS assure c'est-à-dire lorsqu'on donne une requête, hurle sur un navigateur jusqu'à la réponse. Ok? Très bien. Maintenant la question 7. Définir les acronymes W3C ou bien W3C en précisant ces acronymes et expliquant son utilité. Donc le W3C c'est World Wide Web Consortium. C'est-à-dire W3 c'est les 3 W, c'est le www. Donc c'est World Wide Web et Consortium. Consortium pour le World Wide Web. Donc c'est quoi le W3C? C'est un organisme international de normalisation fondé en 1994 par le savant, bien le scientifique Tim Berners-Lee, qui a inventé le web. On peut dire que c'est l'inventeur du web. Il rassemble les entreprises, universités et organisations afin d'élaborer et de publier les standards techniques qui régissent le web. Donc le W3C, il est responsable de la normalisation et la standardisation de tout ce qui concerne le web, entre autres les langages web. Donc son utilité, ou bien l'utilité de W3C, définit et publie les normes du web, le HTML, le CSS, le XML, le SVG, le WebRTC, le ARIA, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne le langage de développement web. Assure l'interopérabilité entre les navigateurs et les plateformes, ainsi doit fonctionner partout, et favorise l'accessibilité WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, pour rendre le web utilisable partout, y compris les personnes en situation des handicapés. C'est-à-dire même les handicapés, ils peuvent utiliser c'est-à-dire le web tout en prenant en considération leur, comment dirais-je, leur handicap. Garantit la pérennité, la sécurité et la cohérence du web à long terme. Fournit des validateurs en ligne, validateur w3c.org, pour vérifier la conformité des pages. Et on a vu ça, c'est-à-dire dans le cours. Maintenant, on va aller vers la question 8. Donc, vous voyez, donc ça c'est-à-dire c'est une réponse complète, mais l'étudiant peut toujours, s'il touche déjà, c'est-à-dire le fait de donner les acronymes, c'est déjà bien, et il doit citer, c'est-à-dire lorsque je lis la réponse, je peux saisir que l'étudiant comprend le rôle de cet organisme. Bien. Donc la question 8, que signifie l'acronyme XML et quel est son rôle principal dans l'informatique? Donc XML c'est extensible, donc X c'est extensible, Markup Language, langage de balisage extensible. Son rôle principal, XML est un langage de balisage générique conçu pour structurer, stocker et échanger des données entre systèmes hétérogènes. Contrairement à HTML qui décrit l'affichage, donc XML décrit la structure et le sens des données. Donc on peut dire que XML c'est les données des pages web et le HTML c'est la structure de la page web. Donc, les caractéristiques de XML, les balises sont libres et définies par l'utilisateur, donc extensibilité, donc c'est une extension HTML, c'est-à-dire le développeur ou bien l'utilisateur, le développeur peut générer ou bien créer des balises, définir des balises. Format texte, bien sûr des balises de données. Il a un format texte lisible par l'humain comme par la machine. Indépendant du langage de programmation et de la plateforme, sert de support et de nombreux formats, SVG, RSS, SWAP, XHTML, fichier Office, .doc, .xlcs, Excel, etc. Donc ça c'est un exemple, par exemple, de XML qui a la version 1. Donc étudiant, par exemple, on crée, c'est-à-dire les données étudiants, je crée la balise étudiant, donc qui est formée d'un ID, d'un nom, un prénom et le niveau. Vous voyez? Donc on a la balise ouvrante et la balise fermante. La balise ouvrante des données étudiants et la balise fermante. Donc la question 9, citer 3 différences majeures entre le XML et le HTML. Ça c'est important, ça montre que l'étudiant il a bien compris que veut dire l'extension XML du langage HTML. Donc on a par exemple ici, je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait la comparaison sur 3 paramètres, mais sur 5 paramètres, mais l'étudiant normalement
il doit se contenter de 3 différences. Ok? Donc, par exemple, le paramètre critère, l'objectif. Donc, le XML, il structure et transporte des données. Donc, ça, c'est-à-dire le XML, c'est un langage web qui donne la structure des données de la page web. Et le HTML affiche et présente le contenu web, ou bien la structure de la page web. Maintenant, les balises. Pour le XML, les balises sont libres et sont définies par l'utilisateur. Donc, c'est des balises définies par l'utilisateur. Et le HTML, c'est un langage web qui est formé de balises prédéfinies, ok, par le standard, comme par exemple la balise P, la balise div, etc. Il y a le critère ou bien le paramètre, la rigueur syntaxique. Donc pour le XML, il est très strict. Toutes les balises fermées, sensibles à la casse, un seul élément racine. Donc ici, les balises, on a la balise ouvrante et la balise fermante. Donc on doit avoir toujours une balise ouvrante et une balise fermante. Alors qu'en HTML, il est tolérant si on oublie la fermeture, souvent tolérée par le navigateur. C'est-à-dire l'oubli de fermer une... dans certains cas, l'oubli de fermer une balise, ça peut ne pas gêner l'exécution. Pour le critère sensibilité à la casse, donc le XML, il est sensible à la casse, oui. Donc il y a la différence entre majuscule et minuscule. Donc non avec majuscule, il est différent de non avec minuscule. Alors que le HTML, il n'est pas sensible à la casse. Donc par exemple, si on prend la balise P en majuscule, c'est la même chose pour la balise P en minuscule. Pour la sémantique, le XML décrit le contenu, c'est-à-dire ce que c'est. Et le HTML décrit la présentation, comment afficher. Donc on peut dire que le XML c'est le quoi et le HTML c'est le comment. Ok, très bien. Donc ça c'est une comparaison trop abstraite mais compréhensible. Maintenant on va passer, donc on a terminé avec les questions de cours concernant les exercices. Donc l'exercice 1, il suffisait de lire le code HTML, CSS et JS et déduire les différentes erreurs et les corriger. Donc, dans le code HTML, c'était très simple. Donc, le code HTML, c'est-à-dire le fichier index.html, il y avait le manque de la balise head qui était manquante. Donc, on devait ajouter le head. Et aussi, on n'avait pas le meta charset, bien charset. On n'avait pas le title. Et surtout, on n'avait pas le lien vers le fichier style.css. Donc, on devait ajouter c'est-à-dire le lien vers le style.css puisque c'est un fichier externe. Donc, puisque ce lien est manquant, donc le CSS ne va jamais être chargé. La deuxième erreur, on a deux éléments qui portent le même ID. Donc, on a ID main title sur la balise H1 et on a le même ID main title sur la balise P. Donc, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un identifiant en HTML doit être unique. Si vous utilisez un identifiant pour certaines balises, il doit être unique dans la page. Donc, c'est une règle qui est donnée par le W3C, l'organisation de normalisation des langages web. L'erreur, donc vous voyez, c'était très simple. Pour l'erreur dans le fichier style.css, il y avait le sélecteur DS Text Content qui est ciblé avec un ID Text Content. Or, dans le HTML, il s'agit d'une classe. Et on a dit que lorsqu'on a une classe dans le code HTML, son identifiant, eh bien son sélecteur, doit être un dot. Donc, dot text content. Et moi, je vous ai donné le dièse. Parce que le dièse, c'est lorsqu'on a, c'est-à-dire un identificateur, c'est-à-dire qui est pas une classe. La même chose, donc c'est la même chose, mais dans le cas contraire. Le sélecteur .button action ciblé une classe. Or, dans le HTML, le bouton possède un ID button action. Donc, le sélecteur correct doit être dièse au lieu d'être dot. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ici, si on va reprendre notre code, vous voyez ici, dans le HTML, j'ai déclaré une classe. Ici, déjà, il y a deux ID, donc c'est faux. On devait changer ici, donner un autre ID. Deuxièmement, ici, j'ai la classe text content et dans le style, j'ai utilisé le dièse. Normalement, je dois utiliser un dot. Et ici, pour le button, j'ai utilisé un ID btn et ici btn action. Btn action, c'est un ID btn action. C'est un ID
Donc, je devrais utiliser un dièse et pas un dot. Donc, ici, on doit avoir un dot et ici, un dièse. OK? Bien. Donc, très bien. Pour le programme JavaScript, l'erreur, c'était où? نفس الشيء, c'est-à-dire on a ici la fonction document get element by id text content qui retournera nul car text content est une classe, pas un id. Donc il faut soit changer la méthode, soit la valeur. Vous voyez? Donc text content c'est une classe, donc on ne peut pas utiliser get element by id. On doit changer la méthode ici. La deuxième chose, document query selector button action. Le sélecteur button action est interprété comme un nom de balise, comme p-div. Pour cibler un ID, il faut le préfixe par dièse. Donc on devait, c'est-à-dire ça, c'est pas une balise, le button action. C'est-à-dire on prend ça lorsqu'on a une balise. Non, c'est un ID, donc on devait mettre un dièse. Dièse button action. Bien. Donc ici, c'est un récap sous forme de tableau. Même les étudiants qui ont fait ça, c'est-à-dire sur le tableau, c'est bien. Donc, dans leur réponse, bien sûr. Donc, pour le fichier index.html, on a la nature de l'erreur, la structure de base incomplète, l'absence de head, du charset et du title. Donc, on doit ajouter ça. Vous voyez, le head, le title et le charset. Pour aussi l'erreur du CSS qui n'est pas externe, on devait ajouter un link, puisque c'est un CSS externe. Donc, line rel, style sheet, href, style.css. Aussi, la duplication de l'identifiant. On a ID main title, on a pour les deux balises H1 et P. Donc, on doit, c'est-à-dire garder ID main title pour le H1 et utiliser une autre classe ou un autre ID pour le P. Exemple, class main description, par exemple. Bien. Dans le fichier style CSS, on a un mauvais sélecteur de classe. On a utilisé dièse text content qui est une classe alors qu'on devait utiliser dot text content. Et pour le ID, c'est-à-dire pour le sélecteur identifiant utilisable de dot btn action, au lieu de cibler l'ID HTML, ID button action. Donc au lieu de faire dot btn, on devait faire dièse btn action. Bien. Et pour le JS, on a le ciblage DOM erroné. On a document get element by ID text content. Cherche un ID qui n'existe pas. C'est une classe. Donc on devait changer la méthode. Par exemple, document.querySelector.text content ou document get element by class name text content. D'accord? Et puis la syntaxe du sélecteur CSS manquante. On a document query selector button action cherche une balise button action qui n'existe pas. On devait ajouter le préfixe dièse pour spécifier qu'il s'agit d'un ID et pas d'une balise, parce que la balise button action n'existe pas. Donc document query selector dièse button action. Donc vous voyez que c'était très simple pour cet exercice. Ce n'était pas tellement, c'est-à-dire c'était un exercice vraiment abordable avec 4 points. Maintenant pour l'exercice 2. L'exercice 2, c'était quoi? L'exercice 2, on devait écrire un code PHP qui trouve et affiche la somme des valeurs des éléments d'un tableau de 10 éléments. Donc, très bien, ça c'est le code. Donc, j'ai déclaré un tableau avec des valeurs entières. Je n'ai pas spécifié le type des données, donc entière ou bien float ou bien decimal, ou bien c'est-à-dire c'est selon votre choix. On doit initialiser la somme égale à 0 et on doit parcourir avec une boucle for. Donc, for i égale à 0, on peut faire i inférieur égale directement à 10, bien oui. Sinon, si vous avez utilisé cette fonction count tableau qui donne le nombre des éléments du tableau, c'est toujours bien. Si vous avez spécifié directement le 10, c'est toujours bien. Et on a somme plus $tableau $i. Donc, on devait toujours les variables dans PHP, on doit avoir le dollar. Très bien. On doit afficher l'affichage, afficher le résultat avec echo. La somme des éléments du tableau est $somme. Donc, les étudiants qui ont utilisé la boucle for, c'est bien. Et ceux qui ont utilisé le for each, c'est bien. Donc, par l'occasion, je vais vous donner la différence entre la boucle for et la boucle for each. Les deux c'est-à-dire ce sont des boucles. Donc, la boucle for est une boucle algorithmique traditionnelle que vous avez étudiée dans l'algorithmique. Elle repose sur un compteur numérique et elle est utilisée principalement lorsque vous connaissez à l'avance le nombre exact d'itérations à effectuer. Donc, vous avez ici, on a for, on a une affectation, c'est le premier élément. I inférieur égal à 5, on a une condition et on a l'incrémentation I++.
Maintenant, le for each, la boucle for each a été introduite spécifiquement pour simplifier le parcours des tableaux, qui sont les arrays et les objets. On n'a pas besoin de gérer de compteur, de tester les conditions d'arrêt, ni de vous soucier de la taille de la collection. PHP s'occupe de tout faire, du premier au dernier. Voyez? Donc, c'est-à-dire on évite toutes ces instructions, l'affectation, le test, la condition, l'incrémentation. Voyez? Donc, par exemple, donc, là, pour le même exercice, on affiche des nombres de 1 à 5. Je vais le réécrire avec for each. Donc, for each range 1 à 5 as $i echo numéro $i. Donc, vous voyez que le fait de dire de range 1 égale à 5, donc on ne doit pas spécifier ni la condition d'arrêt, ni le premier élément, ni l'incrémentation. Donc, c'est-à-dire le PHP qui s'en occupe. Donc, c'est une boucle pour simplifier le parcours des éléments, surtout dans de grands projets. Bien. Donc, la même chose, donc j'ai pris ce... Je vais vous agrandir cette réponse. Donc, vous voyez la différence entre la boucle for et la boucle for each. Donc, c'est pour simplifier le parcours et l'utilisation des tableaux en PHP. Bien, surtout que les applications web sont lourdes, surtout lorsqu'on a le côté client et le côté serveur. Donc, on sait que l'accès vers un serveur, c'est coûteux. Donc, on essaie toujours, les langages web essaient de simplifier la programmation web pour gérer web, pour bien gérer sur le plan temps et sur le plan, c'est-à-dire ressources, pour bien gérer d'une façon optimale l'accès ou bien l'architecture client-serveur d'une application ou bien d'un site web ou bien une application web. Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La même chose, j'ai pris le code pour voir c'est-à-dire que ça s'exécute correctement. J'ai pris mon code ici que j'ai proposé, je l'ai avec mon éditeur bloc-notes et je l'ai sauvegardé comme point PHP parce que c'est un script PHP. Et je vais l'exécuter avec mon script PHP. Donc, PHP, je l'ai appelé exercice, examen de l'exercice de PHP. Donc, vous voyez, la somme des éléments du tableau est 275 parce que j'avais rempli mon tableau avec des valeurs. Vous voyez, très bien. Donc, il nous donne, c'est-à-dire ce que veut l'exercice. L'exercice veut un tableau. On déclare un tableau et on retourne la somme des éléments du tableau. D'accord? Très bien. Donc, je termine ma correction. Donc, l'exercice de même, il est très simple. D'accord? Maintenant, l'exercice 3. Donc, je vous donne d'écrire un script PHP qui permet de faire l'inscription, nom, prénom, date de naissance et d'envoyer les données saisies vers une base de données. Et on doit ajouter un code SQL pour gérer cette base de données dans le but d'afficher tous les inscrits dans la base. Donc, vous voyez que l'étudiant, dans son brouillon, doit analyser l'exercice. On doit premièrement lire l'exercice pour bien le comprendre. Donc, si vous avez un problème linguistique, c'est-à-dire sur le plan terminologie, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la notion de, je sais pas, inscription, on peut toujours lui traduire. L'essentiel, il doit bien lire l'exercice et le comprendre. Bien. Puis, il doit voir ce que l'exercice demande. Donc, d'ici, premièrement, c'est un code PHP. Donc, on va créer un script PHP. Deuxièmement, on va vers l'inscription, nom, prénom et date de naissance. Donc, qui dit inscription, donc on va saisir, donc on doit écrire un formulaire. Donc, un formulaire, c'est à travers une page web. Donc, on a un code HTML pour créer un formulaire. Et puis, envoyer les données saisies vers une base de données. Donc, le fait qu'on doit envoyer, donc on a un bouton, c'est sûr, interactif, qui va envoyer les valeurs vers les données saisies. Et puis, on doit ajouter un code SQL qui va afficher les inscrits. Et puisqu'on a une BDD, donc on doit créer une base de données. D'accord? Je ne vous ai pas donné aucune information sur le nom de la base, ni les attributs. C'est à vous de voir. Le nom, vous pouvez le donner optionnellement quand vous voulez, mais c'est sûr que votre base de données, elle doit contenir nom, prénom et date de naissance. Elle doit contenir les attributs, nom ou bien les champs, nom, prénom, date de naissance. Pourquoi? Parce que je vous ai donné que lorsqu'on clique sur envoyer, les données saisies doivent être inscrites ou bien stockées dans la BDD. Donc votre BDD doit contenir nom, prénom et date de naissance. Et il y en a une seule table dans la base de données, une seule table, la table étudiant par exemple. Ok? Bien. Donc, j'ai créé un code.php. OK, c'est le suivant. L'exercice, non, c'est l'exercice 2. L'exercice 3. Normalement, il est stocké ici sur mon... Je l'ai stocké dans le C où j'avais installé mon web server. Puis dans le dossier www, j'ai un dossier essai et puis un dossier que j'ai appelé inscription application. D'accord?
Donc, je dois lancer mon web server parce que j'ai une base de données. Je vais lancer mon web server pour pouvoir exécuter le code PHP. Bien. Donc, le lancement du web server va prendre un petit peu de temps. Une minute peut-être. Donc, il est en train de charger le web server, mon serveur local, pour que je puisse exécuter mon code PHP qui va contenir du HTML pour créer le formulaire, nom, prénom, date de naissance. Et puis, bien sûr, il doit, c'est-à-dire, pour pouvoir créer ma base de données et stocker les données saisies dans le formulaire dans ma base de données. Vous voyez ici, il est en couleur rouge. Il est en train de se lancer. Lorsqu'il va me donner la couleur vert, c'est-à-dire il est actif. Ça est en train de charger les fichiers. Puis il va passer vers la couleur orange et puis la couleur vert. Vous voyez? Donc puisqu'il est vert, donc il est chargé. Donc je vais lancer mon localhost. Ok. Donc ici, dans mon cas, j'ai un site virtuel. J'ai créé un serveur virtuel AA. On peut le voir ici. Vous voyez ici le AA. C'est mon site. J'ai plusieurs sites. J'ai le site localhost. Et j'ai ici, j'ai créé un site virtuel que j'ai nommé AA. Parce que j'ai créé dans le www un répertoire que j'ai appelé essai où je vais stocker mes projets. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai ici le AA. Donc je vais lancer le AA. Donc j'ai créé ici un dossier que j'ai appelé inscription application qui contient mon fichier PHP qui est inscription.php. Je vais en cliquer. Donc dans mon cas ici, toujours je vous l'ai dit, c'est pour la vidéo, j'ai créé du CSS, ainsi de suite. C'est pour pouvoir voir le côté pratique. Mais normalement, dans votre cas, vous vous contentez du code PHP et de la création de la base de données et le code SQL. Donc ici, par exemple, je donne le nom d'Erkawi, prénom Orkia, date de naissance le 01-11-1954, le premier jour de la révolution algérienne. Bien, et je vais dire s'inscrire. Je vais lancer donc inscription enregistrée avec succès. Je vais voir ici, j'ai utilisé le code SQL pour afficher les différents, c'est-à-dire les différents attributs. Donc c'est le premier attribut, c'est un essai que j'ai fait tout à l'heure. Et puis on a ici, vous voyez qu'il affiche les informations que je viens de saisir. Erkawi Orkia, le 1er novembre 1954. Donc ça c'est grâce à une requête SQL dans mon fichier. Donc je vais vous montrer le fichier PHP. Normalement il se retrouve dans le C. Okay. Donc je mets mon fichier C. Ici c'est le répertoire du web server. Puis le www. Ok. J'ai créé un répertoire que j'ai appelé essai. Et dans essai j'ai utilisé un répertoire inscription application. Donc je vais ouvrir ce fichier pour voir les différentes. Ok. Donc vous voyez, donc c'est inscrit PHP. On va configurer et traiter les données. Donc le server name, localhost, username, root, password, pas de password, database, inscription DB. J'ai appelé ça inscription DB. Un message à afficher à l'utilisateur, succès ou erreur si on a. Tout à l'heure, pour la première fois, il a créé la base de données. Lorsque pour la deuxième fois, la base de données était déjà créée. Donc on a la connexion à la base de données, MySQL. On a ici la vérification de la connexion. If la connexion error, il va m'écrire échec de connexion. Ici la création pour la première fois, automatique de la base de données et de la table, ça n'existe pas. Donc c'est connect, query, create database, if not exist, database default, caractère 7, UTF-8 MB4, collect, pour le codage. Et je vais sélectionner DB et DBName qui est ici, inscription DBName. Ok. Et puis j'écris du code HTML ici pour ça, c'est la récupération des données. Maintenant, j'ai écrit le code HTML. Bon, ici il y a du CSS. Dans votre cas, dans votre examen, vous ne devez pas faire du CSS. Directement créer le formulaire.
OK. Et le bouton. Donc, vous devez créer le formulaire ici avec formulaire, .form group, le formulaire avec les inputs et le bouton envoyer. Et maintenant, on a le... Donc la façon de structurer la page, j'ai accepté toutes les propositions des étudiants. L'essentiel, je dois voir en HTML le formulaire, je dois voir le bouton envoyer et la création de la base de données et la requête SQL ici pour pouvoir afficher la liste des étudiants inscrits. OK. Donc c'est ça notre code PHP. OK. On doit faire le close de la base de données. C'est toujours important de clôturer la base de données. On doit afficher le ID, le nom, prénom et la date de naissance. Bien. Donc, cela termine notre correction de l'examen. Donc, j'espère que la majorité des étudiants, ou bien les étudiants ont bien travaillé, ont bien saisi. Et cette vidéo, c'est surtout pour que les étudiants comprennent, c'est-à-dire s'il a fait des erreurs, il doit voir ses erreurs, voir la correction, et il doit apprendre comment, d'une façon, c'est-à-dire claire et lisible, répondre à ces questions, bien sûr, sous la base de quelqu'un qui a bien révisé ses cours, il doit bien réviser ses cours, comprendre ses cours et aussi lire les différentes références de la matière, les références bibliographiques et bien sûr les différents TP et corrections des TP. Donc je vous remercie pour votre suivi et prochaine vidéo. Donc à notre nom par exemple Hélène, Karim, le 05 07 1962. S'inscrire. Inscription EGC avec succès. Donc on a un troisième champ dans la base de données. Bien, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.